excellente transition pour passer à l'autre. Euh, ben oui, alors là, si je peux me risquer à quelque chose, euh, il me semble que chez Camus, comme chez Houellebecq, euh, il y a beaucoup de choses, mais il y a une espèce de moteur secret qui sera un moteur érotique. Je veux dire que, par exemple, chez Camus, j'ai fait des petites recherches en préparation, et notamment des anciens camarades de Camus, dans son époque avant l'extrême droite, et à l'époque notamment du guet-pied, euh, sont évidemment effarés de ce qu'il est devenu, mais pas forcément surpris, même s'ils ne s'en étaient pas rendus compte à l'époque, c'est notamment le cas de Didier Lestrade et de quelques autres. Euh, et ce qu'ils disent, au fond, c'est que ce qu'ils n'ont pas compris dans son imaginaire homoérotique, c'est que son imaginaire homoérotique cachait, révélait une fascination pour l'homosocialité, d'une certaine façon. Et que ça, ce serait peut-être la matrice érotico-politique de toute son évolution après. Chez Houellebecq, c'est autre chose. Chez Houellebecq, c'est le moteur, c'est plutôt une hétérosexualité malheureuse d'adolescence, d'une époque, puisque Houellebecq a à peu près notre âge, donc il vient de ce moment où on explique que là, vous ne connaissez pas la chance que vous avez, vous les adolescents des années fin des années 60, début des années 70, avec la libération sexuelle, vous avez ça, alors que nous, on n'avait pas ça, c'est formidable. Et c'est vrai, dit Houellebecq, sauf que la libération sexuelle, elle ne réussit pas à tout le monde. Euh, il suffit pas d'avoir la possibilité, le droit de pouvoir avoir une vie érotique épanouie et multiple, encore faut-il être attirant ou désirable. Et son ressentiment se joue précisément à ce moment-là et va constituer, je crois, un espèce de moteur au long cours dans son œuvre, même si, encore une fois, ce ressentiment va pivoter de plusieurs manières, notamment avec son succès. Et donc, reprenons le fil avec Houellebecq. Alors, Houellebecq, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est un peu l'inverse de Renaud Camus, qui est un écrivain en dehors du monde médiatique, pour l'essentiel, alors que Houellebecq a une visibilité médiatique considérable, internationale, etc. Mais quand même, il y a des points communs, il y a des circulations. Alors, dans le séminaire que nous animions ensemble dans les années 90, j'avais commencé à travailler sur Michel Houellebecq, et ça avait donné lieu à une première publication. Mais ensuite, dans les années 2000, eh bien, les choses ont bougé du côté de Houellebecq, et donc il a fallu continuer ce travail et essayer de comprendre ce qui s'était passé entre-temps. Dans les années 90, c'est la question sexuelle. À partir des années 2000, ça va être la question sexuelle conjuguée à la question raciale, à la question de l'immigration, de l'islam, etc. Alors, dans les années 90, effectivement, l'extension du domaine de la lutte qui est publiée, enfin, extension du domaine de la lutte qui est publiée en 1994, c'est un petit roman qui propose une théorie sociale, à savoir, comme tu l'as dit, au fond, c'est l'extension du domaine du libéralisme pour lui, c'est-à-dire la lutte de tous contre tous, la concurrence, la libre concurrence, mais la libre concurrence sexuelle, eh bien, ça veut dire, puisque il ne se soucie guère du point de vue féminin dans cette affaire, mais d'un point de vue masculin, eh bien, ça veut dire qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Il y a ceux qui ont toutes les femmes et il y a ceux qui en ont aucune. Donc, c'est effectivement un romancier du ressentiment qui apparaît avec Michel Houellebecq dès 1994, et les particules élémentaires, ça va être le prolongement de ça quelques années plus tard. Une sorte de vengeance. Voilà, c'est contre les féministes rabat-joie. Mais il y a le succès. Et le succès, ça veut dire aussi l'argent. Et donc, dans les années 2000, il va changer un peu de discours parce qu'au fond,
il va y avoir cette espèce d'ouverture miraculeuse. Le marché sexuel, ça n'est pas seulement un marché national. Il y a un marché international et on peut aller en Asie, on peut aller en Thaïlande, on peut aller chercher eh bien une sexualité rémunérée. Et donc, au fond, le marché sexuel peut s'ouvrir aux indésirables qui deviennent désirables grâce aux vertus du capitalisme, de fait, malgré ses critiques du capitalisme. Et il va le formuler de manière très claire avec Plateforme en 2001. Qu'est-ce qu'on voit? C'est l'idée que sa compagne, qui comprend tout à fait ce désir masculin, eh bien, elle va organiser avec lui une sorte de super club med sexuel. Et c'est une entreprise formidable parce que tout le monde y trouve son compte, nous explique-t-il. Sauf que à la fin, eh bien, malheureusement, il y a une attaque d'islamistes qui viennent massacrer beaucoup de gens, y compris cette jeune femme pourtant si bienveillante. D'où un discours anti-musulman, anti-arabe, anti-palestinien à l'intérieur du roman. Le roman sort en même temps que le 11 septembre 2001. Donc il est pris dans cette histoire qui va devenir très importante, c'est-à-dire que ce qu'on nous racontait dans les années 90, c'était le choc des civilisations, Samuel Huntington. Mais ce qu'on commence à nous raconter à partir du 11 septembre 2001, c'est le conflit sexuel des civilisations. Autrement dit, la grande différence entre eux et nous, c'est que nous sommes libérés sexuellement, et eux non, et eux, au fond, remplacent quasiment les rabat-joie féministes, ce sont les rabat-joie islamistes. On ne peut plus jouir. Alors bien sûr, c'est compliqué pour Houellebecq, puisqu'il avait en même temps dénoncé un esprit 68ard. C'est contre les parents 68ards que s'était développée sa conception de la sexualité. Mais, quand même, l'ennemi principal, maintenant, c'est du côté de l'islam. Il fait des déclarations tonitruantes dans la presse, avec le bénéfice de l'alcool. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que c'est entièrement sérieux? La question se posait déjà dans son antiféminisme, dans sa misogynie aussi radicale des années 90. On disait oui, mais c'est ironique. Il faut bien comprendre, c'est de la littérature. Il ne faut pas être littéral, c'est littéraire. Cette vision des choses lui permettait de revendiquer, c'est ce que j'avais essayé de développer, qu'il pouvait rendre compte du monde, être une sorte de nouveau Balzac, et en même temps ne pas rendre de compte au monde. Pourquoi? Parce que c'est de la littérature, donc ça ne compte pas. Donc c'est très important, et ça ne compte pas. C'est ce double jeu qui m'avait intéressé, et qui permettait, à chaque fois qu'on disait « ça veut dire quelque chose littéralement », non, non, c'est littéraire, c'est de la fiction, et donc on pouvait, par exemple, être une femme féministe et lire avec un certain plaisir les livres de Houellebecq en se disant « au fond, c'est ironique ». Le jeu de l'ironie était fondamental, mais il va devenir de plus en plus problématique à partir des années 2000, y compris parce qu'il se retrouve en procès, non pas pour ce qu'il a dit dans les romans, mais pour ce qu'il a dit dans la presse, c'est-à-dire, par exemple, l'idée que l'islam est la religion la plus con du monde, et quelques phrases aussi qui vont dans le même sens. Et bien sûr, là, on nous dit « ah mais c'est de la littérature ». Donc des gens vont témoigner à son procès pour défendre la littérature, alors même qu'il ne s'agit pas du texte, mais du paratexte, c'est-à-dire ce qu'il dit en dehors. Mais c'est quelque chose qui va devenir, et qui permet donc à beaucoup de gens de continuer de l'admirer en considérant que c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain puisque, bien sûr, on ne va quand même pas réduire à l'idéologie. On ne va pas en faire simplement un idéologue de l'extrême droite. Après tout, c'est très compliqué. Il est tellement ironique qu'on ne sait même pas s'il est de gauche, s'il est de droite, etc. Ça devient difficile à tenir, mais beaucoup de gens s'accrochent pour essayer de considérer qu'il faut sauver la littérature, et donc on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, répète-t-on en invoquant Gide, qui pourtant avait ensuite corrigé en disant ça ne veut pas dire qu'on ne fait de la littérature, de la bonne littérature qu'avec des mauvais sentiments, mais c'est quelque chose que Houellebecq lui-même finira par reprendre avec ironie.
ce propos de Gide. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que cette manière de déjouer les accusations sur l'idéologie, elle ne va pas tenir éternellement. Et en particulier, le tournant, c'est Soumission en 2015. En 2015, la parution de Soumission coïncide avec les attentats contre Charlie Hebdo et ensuite contre l'Hypercacher. Charlie Hebdo, qui faisait sa couverture ce jour-là sur Michel Houellebecq. Donc la question de l'islamophobie, mais aussi celle du terrorisme islamiste, eh bien, tout cela se télescope et Houellebecq est pris dans cette histoire, y compris en revendiquant son amitié avec l'économiste Bernard Maris, qui avait écrit un livre sur l'économie de Michel Houellebecq, puisque, effectivement, c'était une économie antilibérale, simplement, dont il est permis de penser qu'elle n'est pas précisément de gauche. La coïncidence entre ces événements, eh bien, elle va donner un rôle symbolique à Michel Houellebecq, mais aussi un rôle très littéral. C'est-à-dire que quand il dit « je suis Charlie », eh bien, on sent que c'est tout à fait littéral. Mais quand on lit son livre, Soumission, on est frappé par le fait que, effectivement, l'ironie ne masque plus le caractère littéral. Je m'explique. Que nous raconte Soumission? C'est pas simplement que les personnages disent ceci ou cela, mais quel est le récit? Eh bien, ce récit, c'est le récit de l'extrême droite. Autrement dit, c'est un récit qui n'est pas celui de la réalité, mais qui est un fantasme d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, eh bien, il va y avoir un candidat d'un parti islamiste. Aux élections présidentielles en France. Et la plupart des personnages qui sont nommés sont des personnages bien réels de la vie politique de l'époque. Mais évidemment, pour trouver un candidat islamiste, il faut inventer un nom, parce qu'on ne saurait pas trop qui nommer. Qui est-ce qui serait plausible dans ce rôle? Autrement dit, on est déjà dans une fiction. On fait comme si il n'y avait pas de problème, alors qu'on sait bien qu'en France, on n'a pas eu de candidat d'origine africaine, sauf Éric Zemmour, qui ne correspond pas tout à fait à cette image. Ce que nous raconte ensuite le roman, c'est que, eh bien, finalement, comme tous les musulmans votent pour le candidat islamiste, eh bien, il arrive au deuxième tour, contre Marine Le Pen. Là aussi, on est dans une pure fiction, parce que même si tous les musulmans votaient, ça ne suffirait pas à aller au deuxième tour. Mais ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et d'autre part, on sait bien que tous les musulmans ne voteraient pas pour un candidat islamiste. Donc en fait, c'est considérer que tous les musulmans sont des islamistes et que d'ailleurs ils sont très nombreux et ça permet d'arriver au deuxième tour. Ils ne sont pas encore majoritaires, mais qu'est-ce qui va leur permettre de gagner l'élection? C'est que tous les socialistes vont voter pour eux. Il est permis de penser que l'islamophobie n'est pas toujours absente de la gauche, et en particulier du Parti socialiste. Et donc là aussi, c'est un fantasme d'extrême droite, c'est que il y a beaucoup de musulmans, ils pensent tous pareil, et il y a cette alliance proprement islamo-gauchiste, qui s'étendrait jusqu'à des gens qui d'ordinaire ne sont pas accusés de gauchisme, à savoir les socialistes. C'est très important parce que le terme d'islamo-gauchisme, il apparaît dans ce roman de 2015, et on voit bien que dans les années qui vont suivre, ça va être au cœur de l'offensive contre la gauche, contre les musulmans, contre le monde universitaire, c'est l'islamo-gauchisme. Mais donc, c'est très présent à ce moment-là. Mais le problème, c'est que si tout ça, c'est des fantasmes de l'extrême droite, ça veut dire qu'on n'est plus dans une fiction à véritablement parler, mais on est plutôt dans quelque chose qui serait un tract. Soumission, c'est un tract. D'ailleurs, le titre même de Soumission, c'est un écho à un film qui avait été produit par Theo van Gogh aux Pays-Bas et par Ayaan Hirsi Ali, et qui avait mené à l'assassinat de Theo van Gogh. C'était une sorte de mini-film pornographique pour montrer
sous des dehors érotiques, comment l'islam traite mal les femmes, avec sur des corps dénudés dans une ambiance un peu David Hamilton, des sourates du Coran qui s'imprimaient sur le corps d'une femme. Donc en fait, ça s'inscrit dans cette veine purement polémique. Et là, on est obligé de se rappeler ce que Houellebecq nous disait sur Céline. Et c'est là qu'on voit que on a quitté la littérature et l'illusion du double jeu pour être dans le littéral, c'est-à-dire les musulmans, c'est pas bien. Mais Céline, il apparaissait déjà dans les particules élémentaires, dans la bouche d'un personnage du roman, qui était Philippe Solers. Philippe Solers qui, voyant un roman, disant « Ah, c'est très bien, votre livre, c'est réactionnaire, c'est formidable, tous les grands écrivains sont réactionnaires, mais quand même, c'est un peu trop parce que c'est antisémite, donc aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, on n'est plus à l'époque de Céline. » Et Céline est très important dans cette affaire parce que il va y avoir un livre en 2008 publié par Michel Houellebecq d'échanges de lettres avec Bernard-Henri Lévy. Et avec Bernard-Henri Lévy, eh bien, qu'est-ce qu'ils ils discutent de tout et bon, bien sûr, ils ont des divergences, mais ils sont d'accord sur beaucoup de choses, etc. Donc c'est un long livre qui n'est pas toujours passionnant à mon sens, mais il y a quelques éléments importants et un en particulier qui n'a pas été souligné et qui moi m'avait beaucoup frappé, c'est que Michel Houellebecq, eh bien, il dit des choses sur ces lignes. Il dit que ses romans, c'est pas bon, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux. Mais en revanche, ses pamphlets, ils sont formidables, hein. C'est très drôle. Les pamphlets, ce sont des pamphlets radicalement antisémites. Ce sont des pamphlets qui sont directement liés à, eh bien, la Shoah. Bernard-Henri Lévy ne relève pas cela. Autrement dit, il préfère retenir le fait que Michel Houellebecq dit qu'il a toujours été du côté des Juifs. L'apologie d'un Céline radicalement antisémite, c'est justement l'idée que ce qui est intéressant, c'est pas tant sa fiction que ses essais antisémites. Et au fond, c'est ce qui est en train de se passer à ce moment-là avec Michel Houellebecq, c'est de plus en plus le côté littéral. Alors ça va avoir des conséquences ensuite, c'est-à-dire que son côté, il est entièrement du côté des Juifs, comme pour Renaud Camus, eh bien, ça veut dire qu'il va être entièrement du côté d'Israël. Il est devenu pro-israélien et par exemple, il reçoit le prix Jérusalem après le 7 octobre. Et il est célébré, il est très lu en Israël, et apparemment, un de ses romans a été trouvé sur un des lieux de massacre. Autrement dit, l'idée que des colons juifs eh bien, lisaient Houellebecq, et c'est quelque chose qui va être beaucoup mis en avant, et on s'aperçoit ici qu'il y a une sorte de convergence, c'est-à-dire que quand il va être à Jérusalem, eh bien, il va rencontrer Alain Finkielkraut, et il va rencontrer Bernard-Henri Lévy. Autrement dit, tous ces gens-là, finalement, sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire le soutien à Israël. Et c'est quelque chose qui va permettre à Michel Houellebecq, en quelque sorte, de sortir du placard littéraire pour être un pur idéologue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de gens qui le défendaient en disant « mais non, ne le réduisez pas à l'idéologie », sont obligés de renoncer et de reconnaître que, bah oui, au fond, c'est pas simplement un jeu littéraire. On n'est pas du tout, si on voulait faire le parallèle avec Renaud Camus, dans la batmologie de Roland Barthes, mais on est entré dans un langage qui peut être orwellien, mais qui finit par être très littéral, au premier degré. C'est raciste. Oui, et en même temps, ce que tu décris aussi quand tu décris l'évolution de Houellebecq, il y a une ironie, pas forcément, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est volontaire, mais une ironie à suivre le mouvement des romans. Puisque il y a d'abord effectivement la fascination et la rage antilibérale à la fois contre le féminisme, contre une libération sexuelle qui n'est pas bénéfique pour certains hommes, et donc une espèce de nostalgie du coup
assez barésienne pour un monde à l'ancienne où, grâce au patriarcat, chaque homme pouvait être assuré d'avoir au moins une femme euh, pour lui. Donc il y a cette espèce de, de, de désir impossible de retour à une société d'avant où le patriarcat était solide, donc d'avant la révolution sexuelle, d'avant le féminisme. Donc voilà, donc ce côté réactionnaire, mais réactionnaire antilibéral, ce qui permet aux gens de gauche de dire c'est ambivalent. Bon. Puis on passe à un autre moment, comme tu le dis, dès lors que le succès arrive, soudain, il se réconcilie avec le libéralisme à la fois économique et sexuel, une possibilité de mondialisation heureuse grâce au Club Med hyper sexualisé, sauf que ce rêve, cette possibilité est gâché, tué par le terrorisme islamiste. Et donc l'islam, de ce côté-là, devient le destructeur absolu de tout ça. Avec soumission, on a quelque chose d'assez étrange qui apparaît, c'est que là, l'islam effectivement arrive au pouvoir, mais on n'est pas tellement dans un système, je dirais, je sais pas, on n'est pas du côté de l'État islamique, on n'est pas dans un système djihadique, on est plutôt dans une société un peu barésienne, si je puis dire, qui se met en place, puisque le président musulman, en l'occurrence, est plutôt un conservateur bon teint qui rétablit d'une certaine façon le patriarcat tel que Houellebecq en rêvait dans les années 90. Donc là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe de ce côté-là. Alors, effectivement, d'un côté, il y a évidemment une sorte de dystopie avec l'arrivée des musulmans au pouvoir qui, entre autres, Houellebecq le souligne, amène les juifs à quitter la France. C'est-à-dire qu'il a une compagne juive qui est obligée de partir alors qu'elle était une bonne amante. Donc c'est terrible. Mais ce qui se passe en même temps, c'est qu'effectivement, le conservatisme musulman n'est pas tout à fait incompatible et c'est une des conditions de possibilité de la collaboration. La soumission, c'est un terme qu'on trouvait aussi euh, avec la dhimitude, l'idée que les dhimmis, c'est ce qui avait été réhabilité comme terme ou habilité en même temps que rabia, c'est-à-dire l'idée que on va revivre la soumission que vivaient sous régime islamique dans le passé, les Juifs en particulier, sous l'Empire ottoman. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouverait aujourd'hui. Et donc l'accusation d'être un dhimmi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux du côté de l'extrême droite, contre les gens de gauche qui protestent contre l'islamophobie. Ce seraient des dhimmis, donc des soumis. Donc la soumission, ça a ce sens-là. Donc c'est la dystopie. Oui, mais en même temps, ce conservatisme, après tout, on peut collaborer avec ça parce qu'il y a aussi du confort, puisque justement, on n'est plus du côté des perdants. On est quand même comme le héros qui s'appelle François. François, c'est-à-dire un prénom qui est utilisé par l'extrême droite. François de Souche, c'est la vieille orthographe de français. François, eh bien, il est prêt à collaborer parce qu'il se laisse un peu tenter, après tout. Bon, les profs seront mieux payés, les profs d'université en tout cas. Et puis, ils auront droit à 2 épouses, une jeune pour le lit et une plus âgée pour la cuisine. Donc finalement, et c'est là qu'il reste de l'ironie, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait sûr de savoir si lui-même ne se dit pas qu'après tout, c'est pas une de ses mauvaises affaires et qu'il n'incite pas le lecteur à se dire bon, il y a pire. Là, il y a encore de l'ironie, mais malgré tout, ce que tout le monde a bien compris, c'est que l'idée de soumission, c'est pas seulement la soumission dans le langage religieux à Allah, mais c'est aussi la soumission des remplacés aux remplaçants. Et on le voit dans l'organisation universitaire, puisque c'est justement l'université qui est visée par ce roman. Et donc, en ce sens-là, c'est aussi un des romans qui prépare le terrain pour toute l'offensive anti-universitaire qui commence à ce moment-là.